Un document de travail ministériel pour l'utilisation thérapeutique des fœtus provenant d'avortements thérapeutiques, des embryons qui viendraient au secours des bébés atteints de maladies mortelles. Le dollar à 7,53 francs, emballement des cours à la veille de l'ouverture du sommet de Williamsburg. Inondations dans l'Est et autour de Lyon, le plan Orsec déclenché dans 4 départements et des répercussions un peu partout sur le cours des fruits et légumes. Enfin, la qualification pour les 8e de finale de Roland-Garros de 3 des favoris, Connors, Lendl et Noah, mais aussi de Christophe Roger-Vasselin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, une brève escale au Japon pour vous parler à nouveau de ce séisme qui a frappé le nord du pays et dont le bilan atteint ce soir les 50 morts, parmi lesquels 12 enfants d'une école primaire balayés par le raz-de-marée consécutif au tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a engendré une véritable psychose catastrophe. Ces images en témoignent éloquemment. Elles se passent de tout commentaire. Images tournées donc pendant le séisme. De tout temps, les Japonais se préparent à un tremblement de terre de très forte intensité. Mais cela n'a jamais pu empêcher la panique. Je crois que c'est la première fois que nous pouvons vous présenter pareil témoignage. Premier dossier de ce journal, donc, un document de travail ministériel rédigé par le ministère de la Santé et qui vise à reconnaître l'utilisation jusqu'alors expérimentale de fœtus humains. Des tissus prélevés sur ces fœtus ou ces embryons provenant d'avortements thérapeutiques pourraient en effet servir à guérir des enfants atteints de maladies incurables ou mortelles. Ce genre d'enfants, les enfants bulles, pour éviter tout contact avec les germes du monde extérieur. Jérôme Camillier. Oui. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? Il y a un monsieur qui conduit. Regarde, il conduit le monsieur? Il a eu une greffe, oui, après 11 mois d'attente. Et ça, je dois dire que ça a été très très long. Hein. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? On a fait des demandes pour avoir des fœtus, les médecins cherchaient un petit peu partout, mais tout le monde se refusait, car c'était interdit, hein, les prélèvements fœtaux, alors qu'on fait les prélèvements sur des fœtus morts. On ne fait absolument pas des prélèvements sur des fœtus vivants. Et il nous fallait le foie et le thymus pour lui. Et il a fallu attendre 11 mois pour trouver vraiment un fœtus idéal, quoi, qui ait assez de lymphocytes pour lui faire démarrer son immunité. Matériellement, qu'est-ce que c'est une greffe fœtale? C'est un geste très simple, c'est une injection dans le péritoine, dans le ventre de l'enfant, de cette suspension de cellules qui a été préparée au laboratoire après que le prélèvement ait été effectué sur le fœtus mort, comme les prélèvements sont faits sur les sujets décédés après accident, par exemple. Vous avez quand même conscience que vous posez un problème moral? On a conscience et on se l'est posé depuis 1974, depuis le début de ces premières greffes, la première ayant été une greffe de thymus fœtal chez un enfant qui va toujours très très bien. On a toujours considéré que les médecins ne pouvaient pas à eux seuls apporter les réponses à un problème de société. Donc nous avons organisé des réunions, des confrontations avec des gens d'horizons différents, des représentants globaux de la société, c'est-à-dire non seulement des juristes, mais aussi des représentants des associations religieuses, des jésuites, dominicains, des magistrats, et puis aussi des gens, disons, avec une formation moins complète, mais qui ont, comme tout citoyen, le droit de répondre à cette question fondamentale. Est-ce que la société veut accepter que par l'utilisation des tissus fœtaux après leur mort, comme l'utilisation des organes après la mort de chacun de nous, il y ait cette grande chaîne de solidarité entre les individus, permettant aux morts de permettre aux vivants de continuer à vivre. En réalité, c'est là le problème. L'opinion publique est partagée et hésite à laisser faire les scientifiques, quels que soient leurs bons arguments. C'est pourquoi un avant-projet de loi est à l'étude. Le texte vise à rajeunir le Code de la santé publique sur l'utilisation des produits d'origine humaine, parmi lesquels il faut compter aujourd'hui les fœtus. L'interdiction serait la règle, mais il y aurait quelques exceptions, uniquement thérapeutiques clairement définies. Les prélèvements sur fœtus morts pourraient être faits lors d'interruptions de grossesse, surtout thérapeutiques. La mère pourrait refuser. Seuls des établissements autorisés pourraient y avoir recours. Toute publicité ou vente de tissus fœtaux serait évidemment interdite.
Autre débat moral, celui que ne va pas manquer de susciter la découverte d'une équipe de chercheurs d'Édimbourg, en Écosse. Elle a obtenu une division cellulaire, qui est le premier stade du développement d'un embryon, à partir d'un ovule humain non fécondé par un spermatozoïde. C'est, si vous voulez, très grossièrement le principe de la parthénogenèse. On peut donc maintenant envisager une division d'une cellule en 2, 4 ou 8, mais ne vous attendez pas à une naissance prochaine d'un bébé sans spermatozoïde au départ. Deuxième page du journal, donc, le sommet de Williamsburg. À la veille de son ouverture, un chiffre qui met en alerte les économies européennes et particulièrement françaises, celui du cours du dollar. Ça y est, il a franchi le grand saut des 7 francs 50, 7 francs 53 ce matin à Paris. Le commentaire de Philippe Sassier, qui est déjà à Williamsburg. La flambée du dollar sera bien évidemment un des grands pôles des discussions qui vont commencer demain et qui vont se tenir dans les bâtiments que vous voyez derrière moi. En effet, à plus de 7 francs 30, le dollar réduit pratiquement à néant tous les résultats escomptés du plan Delors. C'est donc au nom d'une certaine solidarité entre les pays occidentaux que François Mitterrand demandera à Ronald Reagan de modifier une politique qui débouche sur des taux d'intérêt trop élevés et un dollar trop cher, ce qui fait souffrir tous les pays européens. Mais c'est au nom d'une certaine logique économique que Ronald Reagan lui répondra qu'une intervention n'aurait pas beaucoup d'effet, qu'elle serait très onéreuse pour les États-Unis et que l'Amérique elle-même souffre dans ses exportations d'un dollar trop élevé. De logique contraire, alors y aura-t-il affrontement? Il n'y aura pas d'attaque frontale contre la France, a dit hier le président américain. Message bien reçu. Mais si François Mitterrand répétait ici, en privé, ce qu'il a déjà dit en public et à plusieurs reprises, on voit mal comment le ton ne monterait pas entre la France et l'Amérique. La véritable question qui se pose à Williamsburg est la suivante. Est-ce que des pays occidentaux qui sont alliés sur un plan politique, sur un plan militaire, peuvent être antagonistes sur un plan économique? C'est le problème majeur que les pays occidentaux doivent résoudre, et vite. C'est demain, en effet, dans cette ville de Virginie, d'où nous parlait Philippe Sassier, que s'ouvre le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 7 pays les plus industrialisés du monde libre. Les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, l'Italie et la France. Alors, les derniers préparatifs par Édouard Laure. Si les Français peuvent se pencher sur leur passé à Versailles, l'Amérique se penche, elle, sur le sien, à Williamsburg. Mais la comparaison entre ces deux villes historiques s'arrête là. Au faste du château de Versailles correspond ici un petit village du XVIIIe siècle, entièrement reconstitué et restauré grâce à la fortune d'un magnat du pétrole, un Rockefeller. 700 habitants habillés et travaillant selon les coutumes du siècle dernier pour que le million de touristes américains qui défilent chaque année à Williamsburg se souviennent que c'est ici, aux côtés des Français et contre les Anglais, que sont nés les États-Unis d'Amérique. Le tout dans une ambiance parfaitement artificielle, mais qui par sa simplicité justifie le choix de Williamsburg, malgré les réticences des hôteliers locaux. C'est un très long week-end. Généralement, tous les hôtels sont réservés chaque année pour les touristes. Mais cette fois, à la demande des organisateurs du sommet, on les a réservés à la presse. Il y aura de 3000 à 4000 chambres qui sont donc bloquées pour le week-end. C'est une situation relativement incertaine pour le commerce, mais on prend le risque. La résidence de Ronald Reagan pendant ces 3 jours, sans comparaison avec la Maison Blanche. Et parmi les 130 maisons du village, celle de François Mitterrand. Seuls les Japonais ont préféré un hôtel, mais les 7 délégations seront enfermées dans un périmètre interdit au monde extérieur et dont le seul but est de permettre aux grands de ce monde de se parler sans formalité. Au détriment, bien entendu, de la presse qui sera contrainte d'attendre la lecture du communiqué final dans ce stade spécialement aménagé à cet effet et où chacun des 4000 journalistes se demande bien comment ils vont alimenter leurs journaux respectifs jusqu'à lundi soir. À moins que d'ici là, chacun se retrouve sous la plus gigantesque tente jamais montée aux États-Unis, où les meilleurs des fast-food américains ont promis de rivaliser gratuitement 24 heures sur 24 pour satisfaire aussi bien les Japonais que les Français. Et lundi soir, nous retrouvons d'ailleurs toutes nos équipes pour un journal spécial diffusé de là-bas au terme du sommet. Un sommet dominé également par la reprise économique.
Ronald Reagan nous en parlait dans l'entretien qu'il a accordé hier aux différentes télévisions étrangères. Une reprise qui se concrétise chaque jour davantage et un bon thermomètre, par exemple, l'industrie automobile. Premier chiffre test, premier symbole de la reprise économique américaine, l'industrie automobile. 42% d'augmentation de ventes de voitures au premier trimestre de cette année par rapport au premier trimestre 82. Deuxième indice, la construction, toujours pour 83 par rapport à l'an dernier, une augmentation de 82% de mise en chantier. Et les ventes immobilières qui ont fait un bond de 52% au cours de ces 2 derniers mois. Enfin, pour tous ceux qui doutent encore de la réalité de la reprise économique américaine, ce chiffre qui vient de sortir, la production industrielle qui, pour le seul mois d'avril, a enregistré un bond de plus de 2%. On ne l'avait pas vu depuis août 75. Et si c'est encore nécessaire, pour convaincre les sceptiques, il suffit de voir l'évolution de la bourse de New York depuis 1 an. En mai 82, l'indice des valeurs industrielles, le Dow Jones, était à 860 points. Il est aujourd'hui aux environs de 1230 points. Le plus que l'on puisse faire pour l'économie mondiale, c'est que notre croissance s'accentue, ce qui amènera une forte augmentation des importations. Mais je crains que certains pays comptent beaucoup trop là-dessus. Aucun pays dans le monde n'est assez grand ni assez fort pour entraîner tous les autres avec lui. C'est à eux de remettre leur propre économie en bonne voie. Le président Reagan a pris une direction très efficace. En d'autres mots, les États-Unis remontent grâce à lui. Sentiment partagé par les responsables de la Banque de réserve qui chaque jour déterminent les taux d'intérêt. Aujourd'hui, à 10,5%. Suffisamment intéressant pour attirer les capitaux sans handicaper la reprise économique. Et avec comme conséquence directe de voir le dollar battre ses propres records jour après jour. Et sans que du côté des responsables américains, on envisage d'y changer quoi que ce soit. Je ne crois pas qu'on prenne de mesures particulières pour faire descendre le dollar. On est en train d'essayer de mettre en place un commerce plus ouvert à l'échelle internationale. Mais la question du dollar et de sa force sur les marchés financiers est beaucoup plus complexe. Coïncidence étrange, en novembre 81, les 2 chefs d'État se retrouvaient dans cette même petite ville de Williamsburg. Pour François Mitterrand, encore en plein état de grâce, et Ronald Reagan à la veille de l'une des plus dures récessions qu'allait connaître l'Amérique. Demain, les 2 hommes vont avoir à comparer le chemin parcouru en 1 an et demi. Toujours à l'étranger, la répression contre les Kurdes, l'armée turque a pénétré en Irak sur une trentaine de kilomètres pour s'en prendre, mais ce n'est pas le seul régime à le faire, une fois de plus à ce peuple sans État. Au Salvador, la revendication de l'assassinat du conseiller américain par les forces populaires de libération qui appartiennent au front clandestin hostile au régime en place. La décision attendue du président portugais Eanes de demander au socialiste Mário Soares de former le nouveau gouvernement. Et enfin ce bilan toujours plus lourd du désastre du Nil, 317 morts dans ce caboteur qui a pris feu puis a fait naufrage. Nous en venons donc à l'actualité politique avec tout d'abord la fin des entretiens du président de la République en prévision précisément de Williamsburg. Dernier invité à l'Élysée cet après-midi, Jacques Chirac. Et au petit jeu du chronomètre, c'est lui qui l'a emporté. 1h20 d'entretien entre les 2 hommes. Si je résume ainsi cette rencontre, c'est que le président du RPR ne s'est guère montré loquace à sa sortie de l'Élysée. Écoutez-le. Si vous jugez inconvenant de faire une déclaration, je suis toujours fixé aux règles de ne jamais faire de déclaration en sortant de le président de la République. Il y en a d'autres. Allez, baveux alors. Oh là là. Suivez mon regard. Le matin, le chef de l'État s'était rendu au Bourget pour l'inauguration du salon aéronautique ouvert hier, mais aux seuls professionnels, un salon
qui va durer 10 jours. Une visite devant des avions armés cette fois, contrairement à ce qui s'était passé il y a 2 ans. Avion armé, donc, pour la visite du président. Il est vrai qu'il s'agit d'une industrie qui a du succès. Le gouvernement français en a compris l'intérêt, tout en décidant de moraliser la vente d'armes, pas n'importe quoi, à n'importe qui. Présentation en vol ce matin, hélicoptère français, très vendu dans le monde. Le nouvel Airbus 310, avion ultra-moderne, 180 passagers, 16 pays sont intéressés. Le pilote ce matin a démontré de façon spectaculaire sa maniabilité. Puis les avions de combat, le Mirage 3 NG, nouvelle génération, le dernier né de chez Dassault. Le Mirage 2000N, lance-missile destiné à l'armée de terre, volant juste au-dessus de la navette spatiale américaine, l'une des vedettes du salon. Autre vedette, la fusée Ariane. On est loin du premier vol humain dans l'espace il y a 200 ans de cela. La France est au 2e rang occidental pour l'aéronautique et l'espace. Elle est donc bien placée dans cette bataille industrielle moderne. Le chef de l'État l'a rappelé après avoir rencontré sur son stand M. Marcel Dassault. Nous allons continuer à préserver notre rang et tout faire pour améliorer notre présence sur le marché international. Il y a là des découvertes qui marquent la puissance de l'esprit. Il y a là la qualité professionnelle de ceux qui exécutent. Il y a là tout un élan qui marque bien que quand la France veut, elle peut et elle doit réussir. Parmi les gros enjeux de ce salon, le commerce des armes. Vous savez que la France se place en 3e position mondiale en ce domaine et beaucoup d'affaires se font au Bourget. Les armes et aussi Airbus. On connaissait l'A310, on l'a vu tout à l'heure. Y aura-t-il un A320, c'est-à-dire un appareil plus petit, un moyen courrier, prévu pour 150 passagers? Eh bien, rien n'est moins sûr. Jacques Violet. Cet avion, l'A310, dernier né d'Airbus Industrie, en exploitation commerciale depuis 1 mois, coûte à l'achat la bagatelle de 350 millions de francs. La guerre des tarifs continue et les compagnies aériennes y laissent des plumes. Les nouveaux modèles d'avions, même super économiques, se vendent mal. Pour commencer à encaisser des bénéfices dans l'aéronautique, il faut vendre un avion au moins à 500 exemplaires. Une anecdote de la belle époque de l'aviation qui fait aujourd'hui rêver. Boeing a vendu près de 1000 exemplaires du 707 et plus de 1800 du 727. Aujourd'hui, pour les 3 grands constructeurs mondiaux, Airbus, Boeing et Douglas, c'est la crise. Selon certains, la seule façon de gagner, c'est d'avoir une famille d'avions. Dans sa course aux clients contre les Américains, Airbus, le consortium européen, essaie donc de lancer un nouveau modèle, le A320. Les études sur ce petit frère sont en cours. Lors du dernier sommet franco-allemand de Paris, ce petit avion de 150 places était au menu des discussions. Lancer un tel programme, c'est peut-être préserver l'emploi pour Airbus Industrie, mais ce sont des investissements énormes, environ 10 milliards de francs. Un tel projet n'est possible qu'avec des clients de lancement, c'est-à-dire des compagnies qui achètent des avions dès le début des études. Air France et Air Inter sont demandeurs de ce petit avion pour remplacer entre autres les Caravelles, mais en revanche, l'allemand Lufthansa, le plus gros client d'Airbus, n'est pas très emballé par le projet. Restent les Britanniques. C'est peut-être eux qui déclencheront la décision. Selon les milieux bien informés, British Airways envisagerait de commander 40 exemplaires pour remplacer les vieux Trident, mais avec des moteurs Rolls-Royce. Alors volera pas, cet avion qui n'existe pas sera au centre de toutes les discussions dans les salons feutrés de la grande fête du Bourget. On a par ailleurs appris que l'armée de l'air française avait passé commande de 30 Mirage 2000 à la société des avions Marcel Dassault Breguet. Et puis une curiosité pour tous les Parisiens et les banlieusards, le passage de la navette spatiale Enterprise autour de Paris. Car vous le savez, le Boeing et son étrange attelage n'avaient pas eu le droit de survoler la capitale. Mais on l'a très nettement vu, par exemple ici, au Sacré-Cœur, ou bien derrière la Tour Eiffel,
Tout cela tourné par notre caméraman Bernard Appet du dernier étage de la rue Cognac-G. Georges Marchais, hier soir à Marseille, il y a encore trop de choses qui ne vont pas. Le plan Delors constitue une rupture avec mai 81. Simone Veil sur TF1, il est bien que le chef de l'État rencontre les leaders de l'opposition, mais il faudrait que cela aille plus loin. Il faut moins de sectarisme de la part du gouvernement, a-t-elle dit. Et puis à la veille de la Convention nationale du Parti socialiste demain à Paris, il est bon de prendre le pouls de ce parti récemment agité par quelques soubresauts privés et même publics. Nous avons donc choisi de le faire en nous rendant, comme nous l'avons fait pour d'autres partis, à la base, c'est-à-dire dans une section de province, à Maubeuge, dans le Nord. Et vous allez le voir à travers ce reportage de Serge Misseret et de Jean-Claude Bruzy, il est parfois difficile de se sentir bien dans sa peau de militant socialiste, c'est-à-dire militant d'un parti au pouvoir. La section de Maubeuge est mitterrandiste et comme tous les mitterrandistes, majoritaires dans le parti, elle soutient l'action du président et celle du gouvernement. La préoccupation des militants, en majorité des ouvriers et des employés, c'est de s'organiser pour mieux appuyer le gouvernement dans son action. Oui, le parti doit retrouver un second souffle, disent-ils. Non, il ne doit pas s'épuiser dans des querelles internes stériles. Principal sujet d'inquiétude, la situation économique. Il a fallu que ce soit les syndicats qui commencent à se battre en disant qu'il était anormal qu'on prenne l'argent chez les petits. Parce que moi j'ai des ouvriers qui travaillent avec moi et qui nous disent, bah oui, le gouvernement 1% sécurité sociale. Du temps Giscard, on faisait grève. Du temps de M. Mitterrand, on ne fait plus grève. On leur dit, on soutient notre gouvernement, c'est un fait. Mais ce qu'il faut savoir, comment on va enlever les 4 milliards de déficit. Où on va les prendre maintenant? On est tous obnubilés par ça. Moi, je vous avoue que j'ai voté pour François Mitterrand, pas tellement pour qu'il résolve la crise économique. Moi, j'ai voté aussi pour autre chose. Moi, j'ai voté pour que la société évolue un petit peu, pour qu'il y ait une autre culture, pour qu'il y ait des rapports différents entre les gens. J'aimerais bien aussi qu'on en discute au Congrès. Que quelqu'un comme Mottchan, le 1er mai, alors que le gouvernement, que tout le monde est mobilisé sur le plan Delors, et que tout le monde, vraiment, c'est une question de survie pour la gauche et pour le gouvernement, ce plan-là, et qui se permet de dire le plan, ce sera un échec, et même il a déjà échoué le 1er mai, bon, et où les réflexions de Poprenne, je trouve ça vraiment assez inadmissible, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est pratiquement du sabotage de l'action gouvernementale. Je pense qu'il faut un langage unitaire, et que la direction soit efficace à ce niveau-là. Parce que c'est plus possible maintenant qu'il y ait des camarades qui rentrent au bureau exécutif ou au secrétariat national et qui, 3 mois après le congrès, parlent un autre langage. 5e semaine de congés payés. Ça a été quand même une grande victoire pour la gauche. Télévision, ça a passé pendant 2 minutes. C'est vrai qu'au sein de l'ensemble des journalistes, un certain nombre présentent les faits de façon qui nous semble peu favorable à la gauche. Et par conséquent, ce que nous devons réclamer, ce n'est pas une chasse aux sorcières visant à les éliminer de la télévision, ce serait très grave pour nous et ce n'est certainement pas notre philosophie, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui s'établisse entre les journalistes de sensibilités différentes. La réunion est terminée après 2 heures de discussion, tout ou presque a été dit. Mais il reste, concluent les militants, que les liens doivent maintenant être resserrés entre le parti et le gouvernement. Il faut trouver un moyen, des arrangements à moyen terme pour que nous puissions faire remonter nos propositions au gouvernement. Alors, c'est pas nous qui avons inventé la Ve République, c'est quand même De Gaulle. Il y a réussi à gommer le rôle des partis, mais le Parti socialiste n'est pas fait pour ça. C'est vrai, les socialistes ne sont pas faits pour être des godillots et un parti qui soutient inconditionnellement le pouvoir sans proposer et sans débattre. Une enquête de l'INSEE, la réduction à 39 heures de la durée du travail, décidée en février 82, n'a finalement eu que des effets très très limités sur l'emploi, puisqu'elle a permis la création seulement de 15 à 30 000 emplois, dit l'INSEE.
La hausse des prix pour le mois d'avril, elle n'est finalement que de 1,3%, ce qui est beaucoup trop, mais qui représente un dixième de point de moins que le chiffre provisoire donné il y a 10 jours par l'INSEE. La rencontre entre André Bergeron et le président du puissant syndicat ouest-allemand de la DGB, en prévision d'une manifestation européenne pour l'emploi le 4 juin à Stuttgart. La protestation de la CFTC après la publication des chiffres du temps de parole des syndicats, partialité injustifiable de l'information sociale, dit la CFTC. Du côté des étudiants, Jacques Chirac, le maire de Paris, évalue à 600 000 francs les dégâts causés dans la capitale par les dernières manifestations. Et il y en aura d'autres, vient de faire savoir la coordination nationale étudiants-enseignants, qui n'exclut pas d'autres opérations coup de poing, comme celle de l'occupation du journal d'Antenne 2 ce soir, vous l'avez vécu en direct, et qui nous a contraints à rendre l'antenne. Alors à ce propos, le secrétaire d'État Georges Filiot ordonne une enquête au PDG de TF1 et Antenne 2 à la suite de l'invasion des studios de droit de réponse puis du JT d'Antenne 2, incident qu'il qualifie d'inadmissible et d'atteinte grave aux libertés publiques. J'en viens maintenant aux inondations qui ont créé une situation catastrophique dans l'Ain, le Rhin, le Rhône et la Saône-et-Loire, à tel point que le plan Orsec a été déclenché dans ces différents départements. C'est Gérard Inet qui nous rend compte de cette évolution. C'est encore dans l'Est ce soir que la situation est la plus catastrophique. Nancy est pratiquement coupée en deux par la crue de la Meurthe et plus de 3000 familles sont sinistrées. Dans le département de l'Ain, le plan Orsec a été déclenché ce matin et les eaux de la Saône continuent de monter. C'est bien entendu l'agriculture qui souffre de ce déluge. Destruction des semis de printemps et des milliers d'hectares de prairies entièrement submergées. Pour le seul département de l'Ain, on évalue déjà à plus de 20 millions de francs le coût des dégâts. Plus de 500 exploitants sont considérés comme sinistrés. Dans toutes les zones touchées, on assiste aux mêmes scènes. Des ouvriers réduits à faire le ménage dans leurs usines, des villageois attendant du ravitaillement. Et partout, la même angoisse, qui va payer et comment serons-nous indemnisés ? Les assurances sont obligées de payer puisqu'il s'agit d'une loi qui doit s'appliquer après un arrêté interministériel. Par conséquent, elles sont obligées de payer. Néanmoins, il faut bien savoir que les personnes sinistrées ne pourront pas toucher deux indemnités pour un même dommage. Ça, c'est bien évident. Est-ce que cela va changer quelque chose concernant nos primes d'assurance habitation ? Il est certain que compte tenu du coût très lourd, je crois qu'il faut insister là-dessus, le coût sera très lourd de ces inondations, il est à peu près certain que dans les mois à venir, la part de primes liées aux catastrophes naturelles sera augmentée. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. Car les Français, là, sont dans le cadre, je dirais, d'un acte de solidarité. Encore une fois, je le répète, il s'agit d'une loi, et l'ensemble des Français devront payer, bien évidemment. Mais la procédure sera longue. Les experts ne pourront évaluer les dégâts qu'à la fin totale de la décrue. Et pour les agriculteurs, on ne pourra mesurer avant l'automne toute l'importance du désastre. L'élimination des déchets de Seveso, le groupe Hoffmann-La Roche vient de présenter ses différentes solutions au secrétariat d'État à l'environnement. On ne connaît pas pour l'instant ces solutions, on attend donc la réponse du ministère. En Allemagne, l'ancien reporter vedette du magazine Stern, à l'origine de la publication des faux carnets d'Hitler, arrêté hier soir à Hambourg pour escroquerie. Enfin, en Corse, encore un touriste étranger mort de froid sur le sentier de grande randonnée numéro 20 dans le massif du Cinto. Il s'agit d'un touriste suisse. Pas de surprise aujourd'hui à Roland-Garros, aux internationaux de France, si ce n'est l'excellente performance du Français Christophe Roger Vasselin, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant le Suisse Gunnar Tans 5-7, 3-6, 4-6, 7-6, 6-3, 6-1. Autres qualifiés pour les huitièmes de finale, Lendl, Connors et également Noah. Noah qui a eu un peu de mal avec l'Américain Pat Dupré, qui est 61e mondial, au tout début du premier set, puisqu'il a été mené à un moment 5-1, avant de l'emporter finalement 7-5 dans le premier set. Et puis ensuite, un deuxième set assez difficile, 7-6 pour Noah. Et un troisième set beaucoup plus facile. Pour l'instant, Noah n'a encore concédé
aucun set à ses adversaires. En football, ce soir, match aller des demi-finales de la Coupe de France. Dans 2-3 minutes, Paris Saint-Germain reçoit Tours et Lille reçoit Nantes. En basket, la France vient de battre la Grèce à Limoges de 2 petits points, très précieux, 79 à 77. Enfin, à la voile, pour la Transat, eh bien, plus de problèmes finalement pour Louise Chambaz. Vous savez que son bateau avait coulé dans la nuit, mais elle a été finalement prise en charge par un bateau qui la ramène en France. Avec Alain Gillot-Pétret, la météo pour demain, et peut-être des bonnes surprises, il y a une pochette jaune. Oui, et s'il faisait beau demain? Eh bien, il fera beau. Champagne, regardez la photo satellite. Tout de suite, la voici. Cette dépression s'en va vers le nord. Il en restera encore un peu demain du Pas-de-Calais à l'Alsace, mais très peu de pluie simplement demain matin, tandis que partout ailleurs, eh bien, après dissipation des brouillards, ce sera du beau temps. C'est un peu ce temps-ci. Cette ligne de nuages, là, ce ne sera que pour lundi ou mardi. Et alors, bon week-end, regardez la carte pour demain. Donc, quelques nuages encore avec quelques petites bruines le matin du Pas-de-Calais à l'Alsace. Tant mieux, cela va arranger les affaires de tout le monde dans la région Rhône-Alpes et dans le nord-est. Ailleurs, des brouillards le matin, des brumes et du beau temps l'après-midi, quelques nuages passagers par-ci par-là en Corse ou sur la moitié nord du pays. Baromètre en hausse, thermomètre en hausse aussi, bien évidemment, avec le soleil. Voici les températures. 15 à 18 degrés sur la moitié nord du pays, 17 à 24 degrés et 24 degrés à Nîmes. C'est encore en dessous des normes, mais il y a un petit progrès. Ce sera bien meilleur dimanche, elles seront encore en hausse. Demain, samedi, 28 mai, 2 minutes de soleil en plus. Levé 5h57, couché 21h39, et c'est la fête de Saint-Germain qui est son patron à lui tout seul. Et de Paris aussi, Paris Saint-Germain. À 22h50, Hervé Claude. Demain à midi, votre magazine, à nous deux. Et puis à 12h45, antenne de midi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à nouveau à 20h. Bonne soirée à tous.